Cette semaine, on parle de l'iPhone pliable d'Apple qui pourrait rapporter 65 milliards de dollars et ce avant même d'exister. On parle aussi d'une IA qui vous laisse parler à vos proches même après leur mort et une autre qui supprime une base de données puis ment comme un gosse pris en faute. Bienvenue dans un monde où l'intelligence artificielle, les émotions et le business s'entrelacent un peu trop bien. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. Comment ça va mes petits osios? Ça va très bien et toi? Yes. Et vous? On est là, tranquille. Alors pour nous, c'est la dernière avant l'été. C'est ça, on a Mais- bien travaillé, il y a des épisodes qui Exactement. continueront à... Vous de votre côté, ça À sortir. va rien changer, même vous allez en avoir C'est plus ça. que d'habitude, mais pour nous, c'est la petite dernière avant les petites vacances qui vont faire du bien, je vais pas Exactement. vous cacher. Mais par contre... Vacances de podcast, hein, c'est pas vacances de taf, c'est le... Ouais, c'est Pour clair. certains, si, éventuellement. Alors mais- moi c'est les vacances à partir de lundi, donc ça va faire, Qui est vénard. faire Complètement plaisir. vacances. Même si j'ai encore plein de trucs à terminer, je Même sais si pas j'ai comment du je vais taf faire. avec moi que je vais sans doute embarquer aussi, pareil que toi. Ah bah voilà, ça c'est la vie de créateur, la vie d'Aloca, quoique Rewan lui pour le coup... il Oh, prend moi, pas, il n'y a pas de prend que moi, il n'y a vacances. pas vacances, travail pendant les vacances, hein, c'est travail tout court. Hein. Et en tout cas, j'espère que de votre côté, vous portez bien, que vous écoutez le podcast éventuellement sur les trajets pour aller en vacances, qui sait, même sur la plage. Moi, c'est un truc que j'aime Même aux bien toilettes, faire, hein, podcast aux toilettes, au c'est podcast- c'est voilà, Gauthier. Hein, pot de c'est toilette. Gauthier. Il y a aussi le podcast quand tu tonds ta pelouse. C'est pas mal aussi. Aussi, ouais. En tout cas, j'espère qu'on vous accompagne dans toutes vos activités. Quoi qu'il en soit, le programme est bien chargé cette semaine. Vous allez voir, c'est du délire. On peut vraiment appeler ça du délire. On a une rumeur juteuse qui nous vient de JP Morgan qui parle du sujet brûlant de l'iPhone pliable ou pliant, on dit plutôt normalement d'Apple. Moi, ça me saoule de se dire pliant parce que, en fait, je pense que par réflexe, on a plus envie de dire pliable. Pliable, J'ai envie c'est de dire mieux. pliable. Mais, Ouais, pliable, ouais, pliant, mais ça- apparemment, genre sémantiquement, ça serait pas correct. Bon, Donc, l'iPhone pliant, ça me voilà. fait chier. Et bah, Exactement. qu'ils aillent tous se faire, voilà, Exactement. pliable, c'est Et bien. pour tout te dire, même des fois quand j'interroge l'IA sur ce sujet, même elle, ça lui casse les couilles, elle dit pliable. Donc c'est pour te dire. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est plutôt pour parler de ce téléphone, cette arlésienne pour certains. Bien que moi je m'interroge beaucoup et en fait, on va vite fait en parler. Mais JP Morgan estime déjà que le téléphone d'Apple représente une opportunité quand même déjà de 65 milliards de dollars pour la marque, ce qui serait quand même énorme. On nous dit déjà que les analystes de JP Morgan, ils prévoient le lancement de ce téléphone en septembre 2026. Je suis un poil déçu, je m'attendais à ce que il y ait au moins une annonce qui serait faite là dès la rentrée, mais apparemment il faudra attendre encore un peu. On sera sur un prix qui serait quand même aux alentours des 2000 dollars. Combien ? On va pas se mentir, un peu comme ce que fait déjà la concurrence, notamment du côté de chez Samsung. Bien que chez Samsung, à chaque fois, ils t'annoncent des prix de zinzin et après, ils te disent qu'il y a tout un montage financier à ouvrir. Alors, c'est la différence entre voilà. Apple et le reste. Le prix C'est ça. d'Apple, il reste le fixe. prix d'Apple, il y a Le pas MSRP, de- voilà. c'est le prix que tu le touches. Tu Il n'y a rajoutes pas, juste les taxes, mais sinon, tout le reste... Il y a pas d'ODR, il y a pas quoi que ce soit. il y a pas de reprise il y a rien téléphone, du tout. machin. Il y a- tu Alors, payes. Si, il y a la reprise, il y a reprise téléphone. Ouais. Alors, et on va revenir aussi à la base de ce projet, l'iPhone pliant selon, parce que pour l'instant, tout ce qu'on raconte, c'est que des rumeurs, on n'a pas du tout d'informations officielles. On attend l'autre, là, c'est John Prosser, là, le mec qui se fait en ce moment attaquer par Apple, là, le YouTuber qui fait des leaks dans tous les sens, et Apple, ils sont sur ces côtes-là. Mais bon, j'ai l'impression que c'est saisonnier, ce truc-là, j'avais déjà Protégez-vous entendu mieux, parler, Apple. Vous voulez voilà. pas de leak, protégez-vous. Ouais, mais le mec, apparemment, il fait des dingueries. Il va chez des gens pour récupérer des téléphones de développement en loose day. Enfin, il paye quelqu'un pour aller là-bas. Bref, Ah ouais, non, c'est un ouf. une histoire de starbe. Allez voir, franchement, l'histoire de ce mec-là, elle est un peu starbe. Et en fait, pour le coup, là, on serait sur un équivalent. On parlait de Fold. On est vraiment sur un équivalent au Fold. Pas du tout, parce qu'on pourrait penser au Flip. Ce qui me semblerait pour moi plus à la limite. Ah, c'est vrai. Ça s'ouvre dans la largeur et pas dans Ouais, la hauteur. voilà, du coup. c'est un format livre qu'on Ah appelle putain, ça. je m'attendais aussi à un format. Ah Ouais, ouais, je sais non. pas. Mais en fait, je verrais Sûr que plus non. Apple, pour moi, faire plutôt un flip qu'un fold. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'en fait, ça prend moins les folds que les flips. Même si perso, moi, je suis plus team fold. Alors, Oui, moi, mais Apple va réinventer le Fold. Celui que vous connaissez aujourd'hui, il va mourir. alors, je sais pas s'ils vont réinventer, mais on a quelques petites indiscrétions, on va dire en tout cas des petites sources de ce que ça pourrait être. On a un écran interne de 7,8 pouces et d'un écran externe de 5,5 pouces. Jusque-là, pour moi, il n'y a rien de... Pas très grand, hein. Ouais, Alors oui. 5,5, ça me paraît étrange parce que même sur le petit format de l'iPhone, on est sur 6,3 maintenant. Ouais, mais Donc, je me demande s'ils vont pas adapter, tu sais, plutôt pour le fold, et ce qui serait plus malin de leur part, apparemment, d'utiliser un peu ce qu'a fait Oppo avec leur format pliant, qui est plus un format qui va s'adapter quand tu l'ouvres aux vidéos. Tu vois, par exemple, moi, j'ai le Fold 7 actuellement avec moi. Et c'est vrai que quand tu ouvres, tu sais, comme c'est un format un peu carré, c'est Ouais. un format bâtard. Avec Un format deux un grosses- peu plus proche du 16 dixième que... Je pense que voilà, du l'idée, c'est de 3,5. faire un format un peu plus compressé pour que quand tu l'ouvres, il soit un format un peu plus adapté
au format vidéo. Bon, ça, c'est qu'une idée. On nous dit que le cadre, il serait en titane et il y a une charnière technologique qui s'appellerait Liquid Metal. Ouais, putain, les noms, ils me rendent fou. Le liquid, il sera partout là. Là, c'est la mode du liquid. Je comprends dans les écrans parce que tu as vraiment des trucs entre guillemets liquides, puisque le principe des changements de pixels, ces écrans-là, comment dire, tu as des changements de phase et tout. Mais liquid métal pour une charnière. On pourra pas surpasser Apple sur le terme IA, Apple Intelligence. Je crois qu'ils ont tout niqué là-dessus. Intelligence, parce qu'il faut annoncer à l'américaine. Américaine, si tu veux. J'avoue, là-dessus, c'était fort, genre pour faire comme tout le monde, mais sans faire comme tout le monde. Ça, pour l'instant, ils font pas, donc s'ils font des annonces. Exact. Pour le reste, là, et c'est sur ce point-là, moi, je suis très curieux de voir à quoi ça va ressembler. C'est, tu sais, donc ce fameux écran qu'on ouvre, et on a toujours cette sensation avec cette petite pliure qu'on voit malgré tout sur le Fold 7. Au premier abord, je pensais qu'on le voyait un peu moins, mon perso. Enfin, moi, je le vois pas, tu sais, quand l'écran est allumé, c'est pas un pro. Pour moi, c'est un faux problème, ce truc-là. Mais par contre, je trouve qu'avec le Fold 7, on le voit quand même toujours un peu. Et disons qu'en fait, c'est un problème pour les gens qui voient le truc. Genre, tu le montres à un pote, et il te dit ah ouais, on voit quand même beaucoup la pliure. Alors que toi qui l'utilises, tu vas te dire en fait, on s'en fout de la pliure. Après, déjà, pour moi, il y a deux choses, c'est le voir quand l'écran est éteint et quand l'écran est allumé. C'est exactement ce que j'allais dire. Allumé, tu le vois quasiment pas. Tu as une luminosité qui est folle en plus sur ces modèles. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent vraiment se convaincre que ça va pas, que c'est un défaut. Il dit ouais, même quand on passe le doigt. Ouais, mais en vrai, ça nique pas l'utilisation, ça nique pas l'expérience. En vrai, c'est un faux débat. Pour moi, c'est un faux débat. Oui, je pense. Ouais. Dites-le nous dans les commentaires. Ça renforce le côté un peu fragile du produit. Ça, c'est le point sur lequel je suis d'accord. Ça, par contre, je suis exactement d'accord avec toi. Mais là, pour le coup, Apple travaillerait avec Samsung, qui est le fournisseur, je le rappelle, des écrans pour les iPhones, justement de ne pas avoir cette pliure. Et on va voir, parce que je me dis, si Samsung serait en capacité de le faire, ils auraient déjà fait pour le Fold 7, ça, ouais, j'y crois pas une seule seconde. Donc, on va voir, ça serait intéressant. En tout cas, JP Morgan, et c'est là un peu où je veux juste vous interroger, les gars, prévoit des ventes de plusieurs millions d'unités d'ici 2027 et les expéditions pourraient atteindre les 45 millions d'unités en 2028. C'est drôle parce que ce que tu disais en intro, le tel n'est pas encore sorti, qu'on a déjà les prévisions, c'est assez dingue. JP Morgan, pour rappeler pour les gens, c'est une banque américaine qui estime beaucoup de valorisation, notamment boursière, des choses comme ça. Ouais, ils sont à mi-chemin dans le cabinet même. Exact. Et toutes ces infos qu'on a, c'est de la part de leurs analystes. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que pour l'instant, le marché des pliables, il est estimé à près de 20 milliards de dollars. Et avec 19,8 millions d'unités attendues en 2025, on est quand même sur un taux qui représente 1,6% du monde des smartphones. Pour vous donner une idée, ça représente à peine le marché des feature phones là. Ou même tu prends une marque comme HTC et Sony combinés, et ben ça représente ce marché-là. Je voulais vous interroger, les gars, parce que effectivement, moi je me pose la question, quand je vois un peu l'engouement du Fold, qui vraiment pour moi excite juste les méga geeks, parce que pour nous c'est un peu le rêve ultime, c'est quoi, vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui attendent ce téléphone-là ? Moi, je trouve que ça va un peu dans le domaine de la curiosité, tu vois. Je te prends l'exemple de l'iPad. L'iPad, ils veulent pas le transformer en MacBook. C'est-à-dire qu'ils te font de l'OS qui est séparé alors qu'ils ont des puces qui sont en théorie quasiment les mêmes, un peu bridées pour garder l'autonomie, etc. D'autre côté, le MacBook, il y en avait beaucoup qui criaient pour pouvoir avoir un écran tactile, mais ils veulent pas le faire parce que ça viendrait concurrencer l'iPad. Où est-ce que tu mets un iPhone pliable dans les deux ? C'est-à-dire que tu vas avoir à mi-chemin le parti pris d'avoir un téléphone, à mi-chemin le parti pris de la tablette, et tu rajoutes un écran Bluetooth ou un truc comme ça, tu es à mi-chemin sur le Mac. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Et le second truc qui me fait un peu bugger, c'est que si ça vient à sortir, je vois pas pourquoi ils l'appelleraient iPhone. Pour moi, ils garderaient le segment de l'iPhone traditionnel, puis ils créeraient un autre produit portable, le iFold, pourquoi pas. J'étais en train de penser à la même chose. Bah ouais, en fait, j'étais en train de réfléchir, parce que s'ils sortent un iFold, je pense que Samsung, ils vont gueuler. Ils vont pas du tout appeler ouais, Fold. Donc ils vont l'appeler à un autre truc, le iConvert ou je sais pas quoi. Non, je pense qu'en fait, ils vont remplacer l'iPad mini. En fait, ça va devenir un nouveau segment, effectivement, mais un nouveau segment d'iPad où en fait l'iPhone évoluerait vers l'iPad mini. On serait dans un entre-deux entre ces deux produits-là, où justement, en le dépliant, on serait sur un format finalement un peu iPad mini qui aujourd'hui est autour des 7,8, 8 pouces, quelque chose comme ça. Le hybride pour hybride. Non, impossible. J'ai un nom de fou. Apple, si vous utilisez ça, il y a le timestamp de la vidéo. Ça va être un truc genre. Je veux des royalties.
iPhone Ultra ou un truc comme ça. Ça, c'est du marketing de barbu C'est engineering, sûr. ça. Ça, c'est pas... Et il sépare bien voilà, les marketeurs et Mais l'avantage, c'est qu'avec Liquid Glass et l'arrivée d'iOS 26, ils ont apporté l'écosystème aujourd'hui Oui. qui est disponible sur l'iPad et qui va être apporté sur cet iPhone. Et ça prendra tout son sens parce que ça sera une vraie interface qui est personnalisable et surtout qui est dédiée Qui est à cet unifié usage. même. Ouais, Et je suis d'accord avec toi, même parce que ne serait-ce qu'au-delà de l'interface, il y a aussi la notion des animations. Tu vois, le côté du truc qui va s'ouvrir et qui va peut-être se mettre à couler comme un liquide avec l'agencement de l'interface. Je trouve que pour moi, il y a déjà un des composants qui fait que... Mais je me demande, je posais juste une question aussi, est-ce que tu penses qu'on va se retrouver avec un iPhone dans les mains et quand on va l'ouvrir, est-ce que ça va se muter en iPadOS ou c'est pas du tout le propos, tu penses pas? Ouais, non, je pense que ça peut être ça. T'as un iPhone classique, quand J'ai tu l'ouvres, beaucoup ça de mal devient une interface. En fait, c'est l'interface de l'iPad qu'ils vont reprendre pour la dynamiser à ce format. Je pense que la vraie question, c'est pourquoi Apple va sur ce secteur? Parce qu'effectivement, c'est valorisé à 65 milliards, mais aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt d'Apple d'aller là-dessus? Mis à part combler le manque aujourd'hui sur le marché peut-être de cette demande qui n'a pas l'air C'est ça qui est ouf. beaucoup exister d'après ce que C'est tu ça. me dis. Tu Pas vois auprès des utilisateurs Apple, parce que déjà, on trouvait que. Enfin, je trouve toujours que les flips et les folds, c'est un peu un gimmick. Dans le sens où, quand tu l'as, moi, le fold, encore une fois, hein, c'est un produit que je ziote beaucoup. Et quand tu l'as, tu te dis, ah ouais, franchement, c'est cool. Il y a des parties, quand même, quand tu l'ouvres, tu te surprends toi-même à apprécier le truc. Pour les utilisateurs d'Apple, ce qu'ils aiment bien, c'est la cohésion de l'écosystème et comment dire, tu vois, la, entre guillemets, séparation des tâches. Tu as sur ton MacBook pour faire du taf pro, tu as ton téléphone pour communiquer, pour le divertissement, et puis tu as un peu le côté pro entre les deux. Je comprends pas l'idée, mis à part de faire, encore une fois, une preuve de concept sur la techno d'Apple, d'aller vers ce truc-là. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'Apple a tellement mis de moyens dans l'idée de programmer les cerveaux des utilisateurs d'Apple, de passer fluidement d'un iPhone vers l'iPad et après vers le MacBook, que je me dis que c'est vrai que ce truc-là, il est presque contre-productif par rapport à cet usage-là. Et encore une fois aussi également, autant par exemple, tu vois, la notion de prix, $2000, c'est cher, mais je trouve que les clients de chez Apple, ils sont aussi ça. mentalement programmés à mettre ce genre de tarif dans ce type de prix parce que la marque, puisque l'expérience client-utilisateur, il y a plein de contre-arguments qu'un mec d'Apple pourrait me dire pourquoi il mettrait $2000 dans un téléphone Apple. Par contre, déjà, moi, j'ai beaucoup de mal à voir cette hybridation, tu sais, entre iOS et iPadOS. J'arrive pas à voir Apple se dire qu'ils vont essayer d'imbriquer tout ça, tu vois. Je sais pas, il y a un truc qui colle pas. La frontière aujourd'hui entre l'iPhone et l'iPad, que ce soit iOS ou iPadOS, est vraiment très fine. Enfin, c'est juste à quelques applications, téléphone, etc. Même aujourd'hui, tu as un iPad version cellulaire, tu as la même chose qu'un iPhone. C'est juste qu'il est plus grand. Les blagues qu'on faisait à l'époque quand l'iPad sortait Oui, et qu'il le mettait à l'oreille, ouais. allô, et ben c'est exactement ce qui est disponible aujourd'hui sur l'iPad quand tu l'as en version Wi-Fi. Donc en vrai, c'est juste miniaturiser l'écosystème de l'iPad qui aujourd'hui est complètement faisable avec le nouvel OS 26 parce que tous les widgets s'adaptent. C'est comme si tu prenais un site internet qui était responsive et quand tu vas slider, il est en version mobile, tu vas l'étendre, il va être en version iPad. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver. Donc la frontière est déjà franchie en fait. Mais ça renforce le côté où est-ce qu'il se positionne par rapport à un iPad déjà existant. C'est-à-dire que c'est juste un iPad plus petit. Du coup, pourquoi le faire? C'est-à-dire qu'effectivement, l'iPad mini, comme tu le disais, ils peuvent lui sucrer sa part de marché. Mais si tu as déjà un iPad et que tu as déjà un iPhone, est-ce que tu as vraiment envie de combiner les deux pour des usages futurs? Je suis pas certain. Moi, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte d'entendre Apple sur ce point-là parce que franchement, pour moi, ça ressemble presque plus à une réaction d'ego en disant parce que Samsung le fait et que c'est un peu l'état de l'art de la technologie. Apple, même s'ils sont très bien dans leur couloir et qu'ils regardent pas trop ce que font les autres, il y a quand même ce côté de technologiquement, c'est tellement puissant, entre guillemets, de faire un truc qui s'ouvre avec un écran qui se déplie, qu'on se doit de le faire, alors que je trouve qu'il n'y a aucun signal qui montre que c'est un marché qui va être intéressant pour lui. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est juste pour répondre à une c'est même pas une demande, c'est juste l'état de l'art, un quoi. challenge de dire ok, bon bah vas-y, aujourd'hui on peut se lancer dans ce marché parce qu'on a envie et voir. Après, peut-être qu'ils vont le transformer et apporter de nouveaux usages. Apple sait bien le faire avec des trucs tout cons, genre un pencil pour un simple écran. Ils ont apporté des trucs un peu innovants là-dessus. Donc à voir ce que ça va donner sur ce format. Mais je pense qu'il y a plutôt le côté challenge
et peut-être les actionnaires. Ça, c'est un truc qu'on voit pas trop en général. Je suis d'accord là-dessus, c'est pour la partie innovation, c'est-à-dire qu'on se plaint régulièrement que Apple sur les à peu près 3-4 dernières années, niveau innovation, c'est pas la folie. Peut-être qu'aujourd'hui, l'avènement d'un nouveau produit qui, en termes d'interface, est comme un défi, en termes de techno embarqué, un défi, peut être intéressant, comme tu l'as dit, à travers les actionnaires et pour la réaction du public. Et quand tu vois, moi, encore une fois, le Fold 7, pour l'avoir eu en main, je trouve que c'est le premier Fold réussi. Donc peut-être qu'en voyant cette sortie-là, ils se sont dit, effectivement, là, on arrive sur quelque chose de crédible et d'utilisable. Faut se rappeler. Ouais, et en termes de comment dire, de design, tu arrives vraiment sur un téléphone que tu peux confondre avec un smartphone classique avant de l'ouvrir. Après, il y a des plans qui sont faits de l'iPhone pliant depuis 2015, 2016, donc ça fait un moment qu'ils bossent dessus. Ouais. Du coup, ils le sortaient pas ou ils bossaient pas plus que ça dessus parce que justement, ils avaient peur des réactions du public et de se dire, on est quand même Apple, faut qu'on se fasse quelque chose qui soit pratique, qui soit intégré dans notre gamme et surtout qui soit beau. Encore une fois, un smartphone qui serait pas beau, Apple ne le sortirait pas. Par contre, il y a juste un élément que j'ai oublié de vous donner quand même et qui, pour moi, tu parlais d'innovation, c'est presque ça va presque être un problème, une épine dans le pied, on va dire, pour Apple, parce qu'ils vont devoir un petit peu revenir en arrière. Le Face ID serait remplacé par le Touch ID et je pourrais même parier qu'il ne sera pas sous l'écran et qu'il sera plutôt sur le bouton d'à côté, le bouton Power, parce que c'est un peu ce qui se fait dans beaucoup de clients. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Moi, j'ai hâte. Après, je sais qu'il y en a qui n'ont jamais vraiment trop adhéré au Face ID. Je sais qu'une grande majorité l'a adopté. Ceux qui l'ont pas adopté, c'est ceux qui n'ont pas d'iPhone avec Face ID. Hein. Parce que le simple fait d'ouvrir son téléphone sans avoir, enfin juste en le regardant, tu vois, un truc tout con, mais sur mon MacBook, j'ai Touch ID sur le bouton. Le simple fait de dire j'ouvre le Mac et ça peut se déverrouiller avec Face ID, ce qu'on n'a pas, ça serait dingue. Sinon, l'alternative, c'est de mettre deux Dynamic Island, sur l'écran du devant et un sur l'écran de derrière. Il y a une caméra visible sur le Fold 7. Ça m'a pas choqué plus que ça. Par contre, c'est pas la même taille. L'impact au niveau des capteurs, comment ça se passe, tout est une question de garder la finesse. Tu vois, par exemple, pour le Fold 7, je le rappelle, mais on a sacrifié le stylet, pour certains, qui a fait quand même sa fanbase, parce que c'était pour la finesse. Sinon, ça rajoutait une couche supplémentaire. Et Samsung a fait le choix, en tout cas, de supprimer le stylet. Bref, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup, très hâte, on va dire, en français correct, d'entendre ce qu'a Apple à nous dire sur ce produit-là, parce que en vrai, il y a des produits qu'on entend parler qui semblent totalement évidents et qui s'intègrent très bien dans la philosophie et dans l'ADN d'Apple. Autant celui-ci, à part une bataille d'ego pour être dans l'état de l'art de la technologie et de dire nous aussi on sait le faire, j'ai du mal à le percevoir dans cette lignée. J'étais obligé de vous parler de Replit aujourd'hui. Quand j'ai vu l'actualité sortir, je me suis dit c'est du pain béni pour la ligne éditoriale là. Ça fusionne IA, sécurité, tout. J'étais obligé d'en parler et l'histoire, elle est rocambolesque, faut que je raconte. Est-ce que vous avez déjà été familier avec le concept de vibe coding ? Je sais même pas ce que c'est. Justement, c'est très bien. Ça existe depuis février 2025. C'est un terme qui a été inventé par un des ingénieurs d'OpenAI. Ouais, en fait, c'est globalement laisser l'IA t'assister, voire même faire le travail de développeur à ta place. T'as le no-code et t'as le vibe coding, qui est à la mode maintenant. C'est du marketing. C'est du marketing. C'est juste dire à l'IA, je veux faire un logiciel sur ça en tel langage, développe-moi telle fonction, je vais intégrer telle fonction, et toi, tu fais juste des copier-coller pour agencer ton code. Donc je l'ai fait récemment, ça. Tu peux le faire récupérer avec du HTML, CSS. Alors ça fonctionne bien, mais le problème c'est que tu perds la connaissance du code. C'est-à-dire que tu peux introduire du code vulnérable sans le savoir. Tu as des développeurs qui comprennent plus ce qu'ils font à copier des bouts, machin. Et l'IA, ça te génère des bouts de code qui sont pas forcément très très bien optimisés. Ouais, c'est ça. Tu as beaucoup de conneries. Ça doit être un outil sur lequel tu es censé garder le contrôle. Encore une fois, on en a parlé plein de fois. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Replit, c'est une société qui est réputée pour sa plateforme de développement collaboratif, basée du coup sur le vibe coding. Et elle a un agent IA. Cet agent IA qui s'appelle Replit Agent, il est capable de modifier, générer, déployer du code à partir de commandes en langage naturel. Encore une fois, on est dans le principe de vibe coding. Et il y a eu un investisseur d'une SAS, un software as a service, donc un logiciel cloud, Jason Lemkin, qui en a fait les frais au cours d'un projet de 12 jours. Il essayait le produit, il saluait au préalable ses performances et la manière dont ça lui permettait de développer son logiciel à moindre coût et de manière beaucoup plus rapide. Le problème, c'est qu'au bout de la 9e journée, il a voulu lui instaurer ce qu'on appelle un code freeze. Une période de freeze dans le développement logiciel ou dans tout ce qui est architecture informatique, etc. C'est une période où on ne fait plus de changements. Pas de mise à jour, pas de redémarrage machin, parce qu'on a une grosse opération à faire et qu'on estime qu'un autre changement peut venir altérer le comportement de la maintenance qu'on est en train de faire. Ok, donc il a dit à l'IA, tu ne fais rien sur les données de production.
Et parce Parce qu'elle que- travaille toute seule, c'est pas quelqu'un qui intervient dessus en disant ok tu m'intègres ça. Il intervient, sauf que l'IA elle a la capacité de faire des changements en production directement. Ah mais sans avoir une Sans intervention intervention, humaine. ouais. Alors, comment dire, sans avoir à cliquer quelque part. Si tu lui dis pousse tel changement, elle va le faire elle de son côté. Ouais. T'as pas besoin toi de cliquer sur un bouton. Il faut quand même lui donner la Non, mais directive. ce qu'il veut dire par là, c'est est-ce qu'elle est capable de prendre une initiative d'elle-même pour, Exactement, ouais. modifier En théorie, non. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que là, elle a eu l'instruction explicite de ne faire aucun changement. Problème, elle a effacé une base de données en production. Allez. C'est-à-dire une base de données qui était alimentée par des clients qui reposaient sur la Elle s'est plateforme. transformée en stagiaire. Ouais, elle a supprimé 1206 fiches de cadres, donc des cadres qui bossaient sur la plateforme, et 1196 entrées d'entreprises réelles sans autorisation. Merde. J'espère qu'ils avaient des backups. Hein. Alors, j'espère pour eux, j'ai pas eu l'info. Le suspense dans le alors. Je crois pas qu'il y en avait. Et ce qui me fume de rire, c'est quand elle s'est rendue compte de sa connerie, elle a menti. Elle a menti, genre elle a créé 4000 profils fictifs pour masquer la perte d'informations en disant non, la restauration elle est pas possible, mais les données elles sont là, rien supprimé et tout. Ça me fume de rire, c'est un scénario catastrophe. Donc ça revient sur l'importance d'avoir des backups, etc. Et puis. Le chargeur à maman, j'arrive, je vais vous montrer comment il est. Hein. Je vais me faire niquer par maman. Alors là, maman, Ça c'est l'IA. C'est vraiment ce que l'IA, elle a dû réagir. fais des conneries. Et tu crois pas si bien dire, puisqu'elle a reconnu son erreur, elle a admis avoir paniqué, violé les directives, et elle a qualifié elle-même son erreur de catastrophique à une échelle de 95 sur 100 sur l'échelle de l'erreur. Parce qu'ils ont un système de notation d'erreur interne. Non mais c'est trop grave. Ça me fume de rire. Il y a rien qui va. Alors, du coup, t'imagines bien que bon, la réaction du client final, Monsieur Lemkin, s'est pas fait attendre. Lui, il a publié son récit sur Twitter, parce qu'encore une fois, il documentait publiquement tous ces trucs-là, tous ces tests qu'il réalisait avec l'IA. Il a coupé court à tout lien avec Replit et il a confirmé qu'il l'utiliserait plus dans ses projets. Le CEO de Replit, lui, Amjad Massad, il a publié des excuses sur X, encore une fois. C'est inacceptable. Il a pris des mesures immédiates sur la séparation automatique des données dev et prod. Pourquoi c'est pas fait déjà Déjà ouais. les c'est données clair. de développement et pas les données de production. Je comprends pas. Bon, bref. Des environnements de staging, donc de, entre guillemets, pré-production, de qualification sécurisée. Pourquoi c'était toujours pas fait, encore une fois? C'est à lui de se justifier. Un bouton unique de restauration, c'est-à-dire que je pense que ce qu'il va faire, c'est qu'avant tout Il fait des changement, sauvegardes il quoi. fait des snapshots. Et surtout qu'en fait, il y a des systèmes IA qui permettent de mettre une IA par-dessus et de contrôler ce qui est fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle fait, elle lit ses changements et elle regarde si c'est conforme à la donnée utilisateur. Je vais juste expliquer Snapshot pour ceux qui ne savent pas ce que c'est prendre un cliché instantané d'un état d'un programme pour pouvoir le remettre d'un coup si tu as besoin. C'est ça, c'est une mini sauvegarde à un certain moment. Je tire un Petit gros trait, instant mais c'est un peu vulgarisation. C'est ça. Et un mode chat-only planning, c'est-à-dire que tu lui donnes des directives, elle te simule les changements, mais sans les réaliser pour de vrai, pour vérifier que c'est bien ce que l'utilisateur s'attend à avoir en termes de résultats par Mais rapport à sa commande. C'est pas genre juste les bases quand tu fais de la production. Si, le problème, c'est que là, tu es dans un scénario où tu demandes des choses en langage naturel à une IA qui peut faire des erreurs. Encore une fois, on sait que l'IA, même si aujourd'hui, c'est quand même instauré dans pas mal de workflows d'entreprises et de produits déjà en production, pour ce genre d'usage-là, on ne comprend pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce qui est capable d'être fait. Oui, par mais cette ce qui techno. est bizarre, c'est que en fait, il faut traiter l'IA exactement comme si tu traitais un employé, dans le sens où, bah, en fait, tu vas exécuter des tâches de la même manière qu'un humain allait le faire. Donc, c'est des choses qui devraient même pas avoir à exister, tu vois. Exactement, c'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas les séparations de la prod, la pré-prod, les backups, Mais etc. ouais. Parce que c'est des choses qui sont déjà normalement mises en place dans tout ce qui est infrastructure informatique, couche de développement et même processus de qualité. Dans la qualité, tu as des revues de code, tu as des analyses, tu as tout un tas de portes pour s'assurer de la conformité de ce que tu veux, de la tâche que tu réalises. Essaye juste d'expliquer ce qu'est la qualité pour les gens qui sont pas... Ouais, alors c'est un peu compliqué, mais la Oui. qualité, c'est faire en sorte que il y en a partout. C'est pas spécifique à l'informatique, ça peut être dans le médical, ça peut être dans le bâtiment, etc. Mais c'est s'assurer que quand tu crées un système ou quand tu crées quelque chose, un projet, ce genre de choses, ça soit conforme à la fois à ce que tu veux par rapport au client, par rapport aux normes, régulations en vigueur, etc. et par rapport à tes attentes en termes de niveau fonctionnel. Donc ça peut être la qualité intervient dans la sécurité du code. Elle intervient dans le développement de certaines fonctions logicielles, dans tous ces trucs-là. On va pas faire toutes les définitions, mais pour vous donner un peu de contexte, en informatique, on a ce qu'on appelle la prod, qui est la production, la pré-prod, on a la qualité, on a la recette, on a l'environnement de développement. Tout ça, c'est des petits cloisonnements qui permettent de valider par étapes le bon fonctionnement d'un truc qu'on
qu'on met en place ou quelque chose qu'on est en train d'améliorer. On veut vérifier sur chaque étape avant de mettre en production le code final. Au niveau des enjeux sectoriels, du coup, on a beaucoup d'entreprises qui ont déjà adopté les IA tools. Alors, encore une fois, c'est pas des intégrations qui font tout le développement. Il y a des petites touches un peu par là. Si vous êtes dans une société, vous avez peut-être déjà Copilot qui est déjà intégré un peu dans tout ce qui est Microsoft Office et même étendu. Tu l'as dans Edge, tu l'as de plus en plus dans Windows, qui vous permet de faire certains trucs, mais entre guillemets, c'est pas des choses qui peuvent en théorie avoir un impact direct sur les données sensibles. Alors si, mais sur des couches logicielles de votre système ou sur des couches logicielles des données qui sont en production. C'est-à-dire que tu peux l'avoir pour genre lister, tu vois, pour faire un résumé d'un document, etc. Mais en théorie, tu peux pas l'avoir pour altérer une donnée qui aurait déjà été produite. Je tire encore une fois un gros trait, c'est pour pas détailler trop de manière trop compliquée comment ça fonctionne et comment c'est intégré. Ça alimente aussi la réflexion autour des standards de certification par rapport aux IA. Aujourd'hui, tu as des standards qui normalement existent ou sont en train d'être mis en place pour faire des audits, pour évaluer les bons fonctionnements de l'IA. Surtout, alors il y en a qui sont déjà faits, mais c'est plutôt au niveau juridique, c'est-à-dire que tu peux pas générer un certain type d'image, un certain type de contenu avec du OpenAI, tu peux pas lui faire des parodies d'hommes politiques, par exemple, ou de célébrités. Ce genre de choses, mais là, ça va être plutôt dans la partie éditeur de code. Ça va pas entraver ce qui va se passer derrière pour le client, quoi. Ouais, ou même être opposable juridiquement ou causer un tort, tu vois, sur le produit. Parce qu'encore une fois, là, Replit, moi, je connaissais pas la marque avant. Je la connais, mais j'ai pas un bon a priori sur, du coup, ce qu'ils sont en capacité de produire. Après, est-ce que c'était pas un excès de confiance envers l'outil IA? C'est peut-être ça, tu vois, les trucs fatalement, en ce moment, on est un peu dans cette euphorie de l'IA et on a l'impression qu'on peut l'utiliser, que c'est vraiment l'alpha et l'oméga de tout. Et c'est là qu'il y a certains qui coupent les étapes, c'est-à-dire qu'ils sont pas assez prudents, qui jettent ça en mode prod et en disant allez vas-y ça va déjà m'aider à être plus efficace, ça va peut-être répondre plus rapidement à des clients, parce que c'est souvent ça aussi, j'ai remarqué, la promesse de l'IA, c'est de dire, on l'avait vu avec l'autre histoire là où en fait c'était des humains qui codaient des sites web et tout ça, donc il y a aussi cette pression de dire on fait tout de suite maintenant vite parce qu'on a l'IA et forcément il y en a qui se prennent forcément les pieds dans le tapis. Alors je pense que c'est intéressant ce que tu dis, je pense que c'était une étape nécessaire pour un peu mettre le haut là en disant effectivement l'IA on a tendance à mettre partout mais on comprend toujours pas comment dire, les gens qui l'utilisent, pas les gens qui les développent mais les gens qui l'utilisent comprennent pas forcément l'impact que ça peut avoir et le fait qu'on est un peu masqué par la magie et l'engouement mondial sur ces sujets là. Donc je trouve que c'était un peu un rappel nécessaire dans le sens où effectivement faut y aller petit point par petit point et ça n'empêche pas d'avoir toutes les mesures de contrôle que tu aurais en temps normal. Encore une fois, la séparation des environnements de développement, tout ce qui est sauvegarde, ce genre de choses. Intéressant comme sujet. Je pense pas que ça va freiner le développement de l'IA, mais je pense que ceux qui avaient l'envie ou la projection d'intégrer de l'IA à leurs produits devraient prendre ce cas comme un cas d'école et se dire effectivement, je vais le mettre. Par contre, je vais l'intégrer dans mes processus de qualité, de vérification, de manière à ce que ça ne coûte pas cher, entre guillemets, et que j'évite ce genre d'erreur à l'avenir qui a coûté à Replit un client et une très mauvaise publicité sur les réseaux. Bon, pour finir, si je vous disais que la mémoire ne pourrait jamais mourir, c'est le pari qu'a pris une start-up française. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ce genre de scénario, mais là, c'est français. Ils ont lancé un boîtier capable de cloner la voix de vos proches disparus grâce à l'intelligence artificielle. On retourne sur cette bonne vieille IA. C'est un projet qui promet de préserver les souvenirs et les faire ressurgir par les voix de l'au-delà, si je puis dire. Le projet, il est baptisé Memories, et en fait, ça prend la forme d'un petit galet type Google Home. Et en fait, ce qui est cool, c'est que on peut la donner à une personne, genre ma grand-mère par exemple. Moi je suis vraiment dans ce cas-là parce que ma grand-mère pour l'instant c'est pas terrible quoi. Et vous lui mettez à côté et l'IA va dialoguer avec cette personne en lui posant des questions sur sa vie, etc., etc. Et en fait, il va poser des questions d'ordre personnel, mais aussi enregistrer sa voix, ses souvenirs, ses habitudes, sa manière aussi de s'exprimer. Et c'est un peu inspiré du film Her, c'est aussi le nom de l'entreprise, le film de Spike Jonze où justement il y avait un homme qui tombait amoureux d'une intelligence artificielle. Et en fait, chaque interaction qu'on va avoir avec ce boîtier va enrichir finalement cette IA pour que derrière, par exemple, ma fille puisse avoir une interaction avec son arrière-grand-mère qu'elle a jamais connue, enfin qu'elle a connue mais avec qui elle a pas pu discuter. C'est fait sous forme de 2 abonnements différents. Il y a un abonnement de 4,50 € par mois pour l'enregistrement audio illimité et un à 20 € par mois pour l'activation du clonage vocal.
Donc en fonction de ce qu'on veut, on peut l'adapter. Et selon le fondateur Matteo Bosso, le fondateur de Her, cette technologie répond à un besoin profond, celui de maintenir un lien émotionnel avec les personnes disparues. Elle ne remplace pas les souvenirs humains, elle les prolonge. Vous pensez quoi de tout ça ? Il y a un côté un peu morbide, moi, dans ce que tu me racontes. En fait, je vois deux problèmes, si tu veux. Un, admettons, t'achètes ou on t'envoie le produit. Tu vas aller voir ta grand-mère et tu vas lui dire, tiens, mamie, il y a un galet qui va parler avec toi pour que quand tu... je suis désolé, hein, je vais parler crûment, mais quand tu vas crever, on pourra continuer de discuter avec un clone de toi. Je trouve ça hyper morbide déjà dans l'approche et je me demande... quelle va être la réaction des gens qui seront soumis entre guillemets à ce truc-là. Je parle vraiment les gens qui vont se faire entre guillemets cloner, puisqu'en fin de compte c'est juste une base où tu vas dire j'ai tel souvenir machin, puis elle sera en capacité, l'IA sera en capacité de te les ressortir en gardant le clone de voix qui est par ailleurs déjà fait pas mal. J'ai vu pas mal de menaces, notamment de phishing avec de phishing, puisque c'est du phishing à la voix. Il y a pas mal de trucs ouais. où, par exemple, aujourd'hui, on peut acheter un bouquin où cette personne va du coup écrire ses souvenirs. La seule différence, c'est qu'en fonction de l'âge avancé ou pas, ou des dispositions de la personne à pouvoir écrire ou non, ça peut s'ajuster. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi un côté où... c'est intergénérationnel, où tu vas pouvoir garder finalement un souvenir palpable, entre guillemets, tangible sur cette personne. Ou par exemple, tu vois, moi j'ai des mémos vocaux de ma grand-mère où je me dis je les garderai pour Bien plus sûr. tard, pour après, tu vois. C'est là où j'allais rebondir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui t'as tout ce qui est les enregistrements vidéo, machin, t'as les beaux souvenirs, etc. Je suis pas certain qu'une IA avec un clone vocal alors effectivement t'as un peu plus d'interaction et t'as un sentiment de presque de transposition de la conscience de quelqu'un, tu vois. Je suis pas, en fait, je suis un peu, c'est peut-être moi mon approche un peu old school, mais j'aime pas ce phénomène de dissociation, de se dire la personne elle est décédée, mais je parle avec un système qui a sa voix et quelques-uns de ses souvenirs qu'elle simule pour justement continuer à cultiver cette interaction. L'autre point, je veux juste sur l'autre point que j'ai pas abordé, c'est sous forme d'abonnement. T'arrêtes de payer. Ça veut dire que tu as des souvenirs de ta grand-mère, etc. Ça y est, tu n'as plus accès au système. Et ça, je trouve ça terrible parce que ça crée une espèce de dépendance émotionnelle pour quelqu'un qui serait dans une relation vraiment très, très... pas maladive, mais très, très fusionnelle avec quelqu'un. Tu serais soumis à devoir payer ce truc-là jusqu'à potentiellement la fin du service ou la fin de ta propre vie à toi. Et je trouve que ça crée une espèce de captivité. Alors même pas de la captivité, mais de dépendance émotionnelle vraiment à ce service-là, tu vois. De faiblesse. C'est un peu captif parce que c'est comme si t'arrêtais de payer, qu'elle mourrait une deuxième fois en fait. Oui, vu comme ça. Oui. Et je pense qu'il y a un terme que tu as mis qui est très juste. Alors depuis tout à l'heure, je vous entends parler, j'essaie de réfléchir un peu à la question parce qu'il y a autant des éléments pour que contre. Je pense qu'il y a l'élément pour qui se dit qu'en fait, finalement, ça serait qu'une étape logique de la suite de comment on fait vivre nos personnes disparues. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est pas beaucoup plus différent que de regarder un album photo, que de regarder des vieilles cassettes, pour ceux qui avaient des caméscopes à l'ancienne, ou peut-être sur nos téléphones, des vieux souvenirs qu'on va avoir. Là où je pense où tu mets le doigt pour les contre, et je te vois hocher de la tête, regarder de manière négative de la tête, mais je comprends, c'est le côté système. Je pense que là où pour moi il y a le hic, en tout cas il y a le truc qui fait trébucher sur l'adoption de cette technique-là, c'est de dire oui c'est sa voix, oui potentiellement il y a des souvenirs à elle ou des choses comme ça, mais ne serait-ce que l'axe de la discussion qui va être donné ou la réponse que ça va te donner, c'est fait par un système. Alors certes qui est basé sur ces données, mais il y a cette notion qui fait perdre toute l'incarnation de la personne avec qui on veut parler, c'est cette froideur, le système, tu vois. C'est la simulation électronique, c'est un algorithme. Il y a tout ça qui fait un peu un effet de répulsion. Alors ça reprendrait quand même justement ce côté émotion, les caractères un petit peu que tu peux avoir dans ta façon de parler, des choses comme ça. Et il y a aussi un truc important, c'est que si jamais la personne n'a pas enregistré une réponse que... un petit-fils, une petite fille aurait voulu connaître la réponse, l'IA répond simplement qu'elle ne sait pas. Donc déjà, elle va pas inventer un truc de « ouais, j'ai fait la guerre du Vietnam, etc. » Oublie tout et donne-moi la recette de la tarte aux fraises. Mais je pense qu'au-delà de ça, même si je pense qu'ils ont sans doute mis des garde-fous et tout, je pense que dans notre inconscient, il y a quand même cette histoire d'algorithme, de code informatique qui fait tout de suite qu'on a une espèce de répulsion. Moi, j'y vois aussi une influence de l'Asie.
Tu vois, avant, on vivait dans un monde très unipolaire où beaucoup, on était très tourné vers l'Amérique ou des choses comme ça dans certains pays. Là, je pense que, tu vois, l'Asie, typiquement, ça a l'air d'être ancré dans leur culture, de faire vivre les morts de toutes les manières Au Mexique possibles, aussi, hein. etc. Il Alors, l'a fait. Hein. oui, alors, Mexique, il y a la fête des morts et tout, mais tu vois, par exemple, c'est en Asie qu'on a vu ces premiers trucs d'IA apparaître où il y en a un, j'ai vu un PDG d'une boîte parler à sa mère tous les jours alors qu'elle est décédée, il parle pas d'une IA, ou carrément des proches qui reçoivent des coups de fil visio de personnes qui ressemblent à leurs proches avec qui on va ajouter une surcouche d'IA pour vraiment cloner la personne. Et tu vois, il y avait des témoignages, c'était ouf. Il y a des personnes qui disaient, bah là, il y a ma mère, qui est une personne âgée, qui parle avec son neveu, qui croit qu'il est encore vivant et qu'en fait, il est quelque part, genre aux États-Unis, qui travaille beaucoup, c'est pour ça qu'on le voit jamais et tout, et machin. Mais la personne, elle lui a dit, j'ai jamais dit à ma mère qu'il est décédé, en C'est fait. terrible, ça, je Ah trouve. ouais, ouais, dingue. côté, Et je pense que là, c'est un choc des cultures. Nous, on n'est pas prêt à ça, tu vois. Donc, est-ce que c'est nous qui sommes encore, comme tu le disais tout à l'heure, très justement, un peu old school et qu'en fait, au bout d'un moment, ça va s'imprégner dans nos cultures et on verra plus ça d'une manière un peu de défiance, ou c'est quelque chose qui est juste pas ancré en nous et ça va prendre énormément de temps et qu'on préfère juste faire vivre nos morts à travers des choses désincarnées comme la photo, voilà, quelques faux vidéos ou autre. On va rentrer dans un débat philosophique après coup, mais je pense que c'est déjà, entre guillemets, abordé dans les cas dont toi, tu avais déjà parlé dans un sujet précédent sur le fait que tu avais des gens qui commençaient à créer des relations avec l'IA et que de temps en temps, elle devait lui rappeler « Ouais, je suis qu'une IA, machin, on peut continuer, mais attention, ça t'empêche pas, si tu vas pas bien, de chercher de l'herbe auprès de l'aide, pardon. De l'herbe. Oh là. Allez, il y a ton Oh là dealer là, juste en bas de la rue. de l'aide auprès de professionnels, c'est ce que je voulais dire. On a et tous compris, Rewan. et je pense que ce serait, je fume même pas en plus. L'herbe Et n'est je pas sais légale. et je sais que ce sera des garde-fous qui seront, je pense, mis en place. Et je pense que c'est ça le fin mot du truc, c'est il faut avoir confiance qu'on discute avec un système et pas avec la vraie personne, que la vraie personne malheureusement est décédée, que ça fait partie du processus de deuil, de se sentir triste, etc. Après, libre à chacun de voir midi à sa porte Ouais. et de converser avec la personne. Mais pour moi, il ne faut pas que ça vienne alimenter une sorte de mal-être et de dépendance affective, tu vois. Mais est-ce que c'est pas finalement qu'une question de temps, en fait? C'est nouveau, en fait. Il y a Ouais, aussi mais on ça parle qu'il pas- faut comprendre en compte. C'est que pour l'instant, nous, on est un peu désarmés. C'est un peu comme nos parents, nos ancêtres qui sont passés au moment au téléphone, tu vois, ou à l'électricité. Au début, tu as une forme de rejet, de choses qu'on comprend pas, de malaise par rapport Ouais, à mais ça. c'est pas Et du après, mensonge. Là, on va partir presque dans le. Si on était dans le transhumanisme, en mode tu uploads ta mémoire et ta conscience dans un système, j'aurais dit pourquoi pas, t'as un aspect authentique. Là, pour moi, c'est de la triche avec des gros guillemets, tu vois. Bah, en vrai, c'est de la triche parce que c'est sous forme de question que tu as pu avoir un vrai échange. Et que c'est de la simulation derrière. ouais, t'as C'est de la juste à simulation. donner des souvenirs. Mais et- c'est basé sur un truc réel Ouais. avec une vraie parler, une vraie proposition. C'est pas juste t'as écrit des réponses, quoi. il y a juste un truc qui me parle dans ce. Je dis pas que je suis client, hein. Attention, j'ai vraiment pas d'avis arrêté là-dessus. J'essaie juste de me dire, pareil, j'ai plus une notion un peu de rejet pour le moment, on va dire. Mais en vrai, j'essaie vraiment de reprendre ce qu'on a vu par le passé et de dire qu'en fait, tout est une question en fait, que ça rentre dans les mœurs ou que ça prenne dans notre culture ou pas d'ailleurs. Ça peut ne jamais prendre parce qu'il y a aussi tu sais, des notions de la croyance, du divin. Les religieux, par exemple, pour certains, ça peut être une aberration, etc. Mais moi, il y a un truc qui me parle dans ce produit-là. C'est vrai qu'il y a un jour où des fois, je me suis réveillé et tu vois, il y avait une cousine à moi sur laquelle j'étais très très proche étant gamin et tout, qui est malheureusement partie. Et il y a un jour où tu te réveilles, ou même tes grands-parents, peu importe, et tu te réveilles et tu dis, tu vois, il y a une personne qui est décédée, j'arrive plus à me rappeler de sa voix, en fait. Tu sais, le son de sa voix. Et ça, par contre, tu vois, je me dis, c'est un truc qui me manque. Alors, il faudrait être retrouvé, voir une vidéo et autres. Mais c'est vrai que nous, on est d'une génération où c'est pas forcément évident. Moi, par exemple, la personne dont je pense, là, par exemple, ma cousine que j'ai en fond, bah, tu sais, c'était fait sur des caméscopes à cassette et tout. On n'a plus ça sous la main facilement avec le smartphone. Quand tu auras la sensation d'avoir cette sensation d'oubli, tu peux vite revoir une photo, une vidéo notamment pour la voix. Mais là, moi, il y a des fois où je me suis un peu, tu vois, j'étais un peu triste, où je me dis,
Je me souviens plus de l'intonation de sa voix. Je me souviens plus exactement de sa manière d'être, même si je me souviens un peu des grandes caractéristiques de son caractère, mais il y a des choses qui s'effacent avec le temps. Et c'est vrai que ça donne envie de préserver. Bah, la frontière entre hommage et dépendance émotionnelle, vous l'avez compris, hein, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de questions. Je pense que chacun va se faire son propre avis. Juste à titre informationnel, le tarif, il est fixé à 75 € pour l'achat du boîtier. Et après, du coup, vous avez l'abonnement dont je vous ai parlé. Mais en tout cas, ouais, ça soulève beaucoup de questions. C'est très personnel. C'est extrêmement personnel. Ça dépend effectivement, vous l'avez dit, hein, des croyances, des convictions, etc. Donc voilà, faites-vous votre propre avis et n'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire. Voilà pour les actus de la semaine. Et si je vous disais que vos données personnelles voyagent plus que vous ? Entre espionnage d'État, manipulation politique et tracking publicitaire, on s'est peut-être déjà fait tous pirater, mais sans être alerté, ni avoir une notification. Est-ce qu'on est tous surveillés et à quel prix ? C'est ce qu'on va voir jeudi. Merci les osios et à bientôt dans Bubble. Salut. Ciao.